Bon, je vous montre le bureau, les gens. Je vous montre le bureau. C'est parti. J'ai installé mon bureau debout hier en stream avec vous. C'était très drôle. Voilà. No shame. J'ai tout mis pour pouvoir streamer aujourd'hui. J'ai pas fait encore le cable management comme je voulais, mais vous allez voir, le cable management, je pensais que ça allait être plus clean que ça. J'ai des limites. C'est parti. Alors, je vais mettre en zoom x1. Voilà. Voilà le bureau, à peu près, tel qu'il est. Donc, vous voyez, avec là, la place pour Mac, tapis de souris, clavier, 2 moniteurs, la lumière, la zénithale qui est là, le PC qui est là, la carte son que je viens d'installer à l'arrache. Voilà. Mais donc, en bas, le projet en bas, c'est qu'en dessous, normalement, je vais avoir une grosse desserte qui va prendre toute la place, qui est toute clean. Voilà. Donc en bas, c'est censé être tout clean, mais là, j'ai foutu des cartons à l'arrache et le caisson de basse. Et vous voyez que les câbles, c'est pas encore bien fait. Voilà, les câbles, c'est pas encore bien fait. Je vous avoue que c'est ma petite déception. Pourquoi? Pour ça. C'est qu'en fait, ça, ce fameux tiroir ici, là, c'était censé être le fameux tiroir qui retient tous les câbles. Sauf que, avec la prise électrique dans cette forme-là, je ne peux mettre que des prises et pas des blocs de charge. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est le premier problème. Donc ça marche bien, vous voyez, c'est aimanté, c'est clean. Donc je pourrais tout mettre dedans. Voilà. Pour une utilisation normale, avec des... pas un truc de streamer, ça pourrait marcher. Mais, du coup, j'ai dû mettre une petite prise là. Parce que vous voyez, tous les blocs, quand vous avez un truc qui n'est pas un câble, mais un bloc de charge, ça ne rentre pas dans la boîte du FlexiSpot. Donc super. Donc en gros, j'ai des prises. Après, je savais que j'aurais besoin de plus de 6 prises, quoi qu'il arrive. Donc il fallait que je cale d'autres choses. Mais bon, dès que vous avez un bloc de charge, du coup, vous devez le mettre à l'extérieur du boîtier de charge, qui est un peu bête et qui casse un peu le trip d'avoir un truc qui est censé être super propre en dessous. Puisque ce qui est super propre en dessous, c'est que pour des câbles et des blocs séparés des câbles. Mais si vous branchez dans la multiprise un bloc et pas un câble, ça ne rentre pas. Ça, c'est le premier point qui m'a embêté. Le deuxième point qui m'a embêté, c'est ça. C'est que si j'accroche ici un bras, donc là, c'est le bras de ma caméra Zintal, là, c'est le bras de mon moniteur, et là, c'est le bras de ma lumière, et là, c'est le bras de mon micro, et bien quand vous mettez un truc qui est là, si vous aurez le tiroir, il va venir se bloquer, il va venir tamponner là-dessus. Il ne peut pas s'ouvrir à 80 degrés comme il était prévu. Donc, notamment pour le bureau, j'ai une planche en plus pour renforcer la chose. Vous voyez, mon bras de bureau, j'ai dû le décaler sur le côté du tiroir, parce que si je le mettais derrière le tiroir ne s'ouvrait pas. Voilà, donc c'est un peu con. Du coup, vous voyez que mon moniteur, il est là, il est sur le côté. Alors vous me direz, ça ne change pas grand-chose, mais en fait, si, ça change un truc. C'est que normalement, quand mon moniteur il est branché là, comme c'est un bras articulé, en accordéon, ça me permet de reculer ou d'avancer le moniteur sans changer sa direction droite-gauche. Donc quand j'ai envie de jouer à des jeux immersifs, je l'approche de moi. Quand je veux jouer à des jeux d'FPS rapides, je l'éloigne de moi, etc. Et ça, c'était pratique. Maintenant qu'il est là et qu'il est tout tendu en travers, si je l'approche de moi, il va se décaler un peu à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est un peu les deux... Oui, il faut que je fasse attention à ma fenêtre, je sais. Donc ça, c'est un peu mes deux inconvénients du bureau, c'est que si vous avez un setup normal, le cache-câble en dessous, il va très très bien marcher. Là, je vais le nettoyer, ça va être plus clean et tout. Le cache-câble va être très très clean si vous avez un setup normal. Mais si vous avez un setup avec beaucoup de prises et des prises avec des blocs, et ben votre cache-câble, en fait, il n'est pas très pratique. Donc voilà. Pour le reste, le bureau marche très très bien. Vous voyez que le plateau est grand, voilà. Il est biseauté au bout, c'est superbe. C'est solide. J'ai tout posé pour l'instant. J'ai pas tout installé, mais j'ai tout posé pour avoir de quoi streamer. Voilà un petit peu l'idée. Alors attendez, je remets ma caméra 1,3. Je la reclipse. Tac. Je remets mon micro normal et je débranche ce micro là. Voilà. Est-ce que la desserte en bas va pas bloquer les pieds? Si. Mais le but du jeu, c'est que de toute façon, je vous dis, ce bureau est de base, il va être en position debout. Et j'aurai une desserte sur roulette, donc en cas de besoin, je pourrais faire rouler la desserte et descendre le bureau. Mais le but du jeu, c'est d'être toujours debout, quoi. Voilà. Tu devrais acheter des paniers de cable management, dit Inconnu Masqué. Ouais, tout à fait. Mais en fait, je pensais que cette cage-là allait me permettre d'avoir un truc plus clean que des paniers de cable management qui sont effectivement livrés dans
pas mal de bureaux. Et voilà, je pensais que ce serait plus permissif sur la quantité de câbles et de chargeurs et de blocs de charge que je dois mettre dedans. Ce qui n'est pas le cas. Donc, à savoir, si vous achetez le E7 Flow, c'est que c'est très bien si vous avez un setup normal. Voilà, le bureau, franchement, il est nickel, il est stable, il est propre, je suis très content. Mais si vous avez beaucoup de prises comme moi, parce que vous avez un Stream Deck, une carte son, un micro, une light, 2 caméras, un PC, un Mac, voilà, c'est pas fait pour. Pour tous les gens qui me demandent, non, mon PC, c'est pas un Mac Pro, c'est un PC, voilà, dans un boîtier de Mac Pro. Donc voilà, donc je vais retaffer le cable management mieux. Je vais retaffer le cable management mieux à terme. Mais là, je dois faire des tests et des essais pour voir ce que je peux faire rentrer au mieux. Parce que vous avez vu que là, dans le tiroir, du coup, en dessous, j'ai réussi à faire rentrer des blocs de charge, mais qui donnent sur un câble. Donc, on peut caler les blocs de charge, ça c'est très pratique, et les brancher. Donc, j'ai pu mettre notamment le bloc de charge de mon enceinte et le bloc de charge de mon hub USB, et ils sont dans le casier. Voilà. Ce qu'il y a même de chez FlexiSpot, c'est le E7 Flow. Il y a sans doute peu de bureaux qui peuvent digérer autant de matos sans être hors de prix des flux catastrophes. Ouais. Mais en fait, ce qu'on disait, c'est que le mieux gaulé pour du cable management massif, c'est très certainement le Secret Lab le Magnus Pro XL chez Secret Lab. Et comme je vous le disais, il a ses avantages et ses inconvénients. Donc on va voir. Mais là, pour l'instant, pour le reste, je suis content. Le plateau, il est hyper grand, il est hyper spacieux. Je vais avoir une caméra Zental qui va être bien installée. Là, je suis debout. Je suis en train de m'acheter ma petite planche. Voilà. Ça va être très, très cool. Salut, pour le cable management, le seul truc qui a vraiment fonctionné, c'est d'avoir de l'impression 3D avec une grille ouverte. Bon, ça, c'est idéal. Mais après, si tu as tendance à débrancher souvent des objets comme moi, je sais pas si... Au pire, vise la multiprise à côté. Oui, bah de toute façon, maintenant, du coup, j'ai une multiprise qui est à gauche de mon bureau caché derrière mon PC, et j'ai une multiprise qui est sous le bureau. Donc, la multiprise qui est sur le côté gauche, c'est celle qui va accueillir les prises provisoires et les prises massives. Voilà. OpenNet, c'est un système de clip, justement. Moi, je vais regarder ça de plus près, alors. Donc, voilà pour le point bureau. Je suis debout. Ce matin, j'étais au sport avec ma coach Lily. On va sur Beyoncé. Donc, j'ai mal au corps. Voilà. Et maintenant, le but, c'est évidemment de voir comment je peux tenir debout longtemps en discutant avec vous et en jouant. Et du coup, mon dernier truc, c'est qu'à Noël, là, je vais commander du coup un tapis d'équilibre, normalement. C'est pas mal un tapis d'équilibre, je pense. Et oui, alors si vous regardez les prix de mon PC, effectivement, je pense que le prix de la RAM, il vaut littéralement 5 fois plus qu'au moment où j'ai fait ce PC. Et donc j'ai regardé plein de planches. Et je crois que la meilleure planche d'équilibre, c'est celle-là. Et on va commencer les news avec ce point. Comme ça, on aura fait un peu la transition. Et évidemment, ça vaut 330 balles. Et évidemment, il y a plein de clones qui existent à 50 balles, mais dont les gens disent « Ah, c'est cool, mais au bout de 15 jours, il est cassé. » Bon, bref, regardez bien. Tac. Non, j'ai plus la 5090, j'ai une petite 5070 maintenant. Regardez ça. C'est une planche qui vous permet d'avoir des lamelles en bois qui vous permet en fait de faire comme ça avec vos petits pieds. Ça vous masse les pieds, vous pouvez tourner et tout, comme les autres planches d'équilibre, on va dire. Vous pouvez vous balancer et tourner dessus, mais surtout, vous voyez que c'est des petites lamelles de bois. Et donc, en fait, vous pouvez avoir un petit côté où votre voûte plantaire va être activée, vous êtes sur la pointe des pieds, sur les talons et tout. Oh là là, ça a l'air incroyable. Je suis fan. Ça a l'air génial. Je vous le mets là. Bon, voilà. Ça vaut 330 balles. Je pense que je crois que c'est genre conçu en Finlande, c'est fait avec un bois sacré millénaire. Enfin, il y a un truc comme ça qui fait que ça vaut 330 balles. Je sais, j'ai vu des clones sur internet à 50 balles avec des avis un peu chelous. Donc je me dis, bon, est-ce que j'ai envie d'avoir une écharpe dans le mollet? Je sais pas. Mais je vous avoue que là, le petit côté fidget de pied m'excite un peu. Ça doit abîmer le parquet. Alors, idéalement, quand vous avez une petite planche d'équilibre, oui, vous avez intérêt à avoir en plus un petit tapis en dessous pour ne pas abîmer votre sol au bout d'un moment. Pas convaincu du truc, tu risques de te mettre en position stable qui fait pas bosser grand chose. Maintenant, le but du jeu, c'est de toujours un peu bouger un peu vous voyez, les hanches, non? Je sais pas. Moi, je trouve ça
trouve ça pas mal. C'est pas grave pour travailler, je trouve. Ouais, mais il faut que je trouve un moyen de pas. En fait, ouais, les standing desks, là, si vous restez statique sur le sol, sur un standing desk plusieurs heures, c'est vraiment désagréable et mauvais pour votre corps. Donc, de toute façon, maintenant, il faut que je trouve un moyen de bouger un petit peu, d'engager les hanches, d'engager les glutes, d'engager les fessières. Donc, il faut bien que je bouge un truc. Donc, oui, ça peut être un tapis de marche comme Sunday, ou je pensais à une balance board. Donc, il y a ça aussi. Attention, attention, attention. Il y en a une autre là. Alors là, ça a pué ça a pué le start-upper. Cette marque s'appelle Fluid Stance. Voilà, regardez-moi ça. Pareil, hein, ça va entre 150 et 400 balles. Et regardez-moi ça là. Avec une coque en aluminium colorée. Voilà. Blue Coal. Apple Red, voilà. Je veux du walnut. Oh là 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 là. Et regardez, c'est là stylé. 340 balles aussi. Pareil, il y a 20 milliards de clones pour ce genre de choses. Et oui, il y a des balance boards chez Decathlon à 30 balles, tout à fait. Donc non, en fait, ça là, une planche comme ça, qui est une planche statique, qui se balance et qui engage un peu vos hanches, complètement, on peut en trouver n'importe où parce que c'est un truc statique. C'est juste que la Movemate, elle est un peu plus complexe, parce que vous voyez, la Movemate, c'est un système de lamelles de bois. Donc voilà. Et marcher sur place sans appareil, c'est mauvais. Ouais, c'est pas un vrai mouvement quand tu marches sur place. Voilà. J'ai Pif qui dit, en fait, ce genre de planche, les ergonomes te disent que si ça ne te force pas à faire de mouvement, tu le feras pas par toi-même. D'où le tapis de marche active. Ah ouais? Parce que moi, j'ai l'impression que, encore une fois, étant un mec du fidget, j'ai l'impression, vous voyez, sur mon siège, que je passe mon temps à changer de position. Quand je suis debout, j'ai du mal à rester en place, donc il va falloir que je me déhanche un peu comme Shakira. Et donc voilà, donc j'ai l'impression que j'ai envie de bouger, moi, en fait, sur ce genre de planche. Vous voyez, moi, j'ai l'impression vraiment que c'est un fidget de pied, quoi. 340 balles en aluminium monocoque, bien sûr. Sinon, il y a le demi-ballon de yoga. Oui, mais je peux pas être debout là-dessus. Non, mais là, l'idée, c'est que, de toute façon, t'es obligé de bouger là-dessus parce que tu peux pas être 100% stable à moins que tu t'appuies avec tes mains. Mais du coup, t'as un léger gainage, quoi qu'il arrive, du coup. Bon, je vais trouver, écoutez les gens, je vais trouver le bon truc. Mais normalement, sur les... On va prendre la moins chère, qui coûte 170 balles. Normalement, là-dessus, t'es toujours en mouvement, en fait, puisque... si tu veux rester fixe, tu dois gainer, en fait. Oh, j'ai tellement me casser la gueule. Vous le voyez venir le stream? Vous voyez venir le stream où j'essaie de jouer Ark Riders là-dessus, un peu en stress sur une balance board en buvant un café? Vous voyez le truc venir? Oh, j'adore. Le support pour tenir votre board, 60 balles, incroyable. Le tapis pour pas abîmer votre sol, 95 balles. Oh, écoutez, après avoir vu le business des ballons de bureau, voilà. Hein. Benjamin qui dit, j'ai une balance board Amazon classique, c'est casse-gueule de fou. Ah bah oui, le but du jeu, c'est d'être un peu, d'être un peu comme ça, quoi, tout en streamant. Mais moi, j'ai envie d'engager un peu le corps, quoi, non? Je sais pas. Je n'ai pas envie de rester avec les pieds, de rester debout en streamant avec vous, en tout cas statique. Ça, je sais que je vais me faire mal au bout d'un moment. À mon avis, prends-toi des pauses pour faire de la mobilité, pas pendant les streams. Je sais pas. Donc après, si à partir de 2026, on rentre dans le délire des pompes, des sub-pompes, je vais bouger, hein, parce que dès qu'il y aura un sub, je vais faire 10 pompes et c'est reparti, hein, comme en 40. Donc, salut, c'est Jérémy. Non, j'ai juste changé de bureau. Donc, et du coup, j'ai changé le setup qui va avec. Je sais pas. Là, je suis debout, je suis content d'être debout, mais je sais que être debout sans bouger, ça devient désagréable. Salut Marie-Cécile. Bon, c'est un sujet qui reste ouvert. Voilà. Je sens la fausse sceptique en vous, la fausse scepticisme en vous. Je vous dirai si j'ai acheté une board ou pas, et ce que j'en pense. Et si c'est nul à chier, évidemment, je vous dirai, bah, c'était nul à chier, et puis voilà, quoi. Et si c'est très bien, bah, très bien. Henri Cantonnet qui dit, la balance board, j'en ai déjà eu pour faire de la rééducation, même concentré, c'est compliqué. Ah, donc en fait, Henri Cantonnet et Benjamin, ils galèrent. Je te passe mon Amazon si tu veux tester, dit Benjamin. Bah écoute, avec plaisir. T'aurais pas un peu 1 million là sur Ark Riders à me prêter aussi?
Je suis chaud en ce moment pour emprunter si vous avez des items que vous voulez pas vendre, vous avez de l'argent en trop sur Arcrider, je suis preneur d'argent en ce moment là parce que à chaque fois que je vais sur Stellartis maintenant c'est la bataille, c'est archi sauvage. Je vous montrerai tout à l'heure en stream d'ailleurs. Salut Kojiro Sasaki. Tonton stream 100% du temps, 365 jours par an, littéralement debout. Ouais, lui aussi, c'est un homme debout. Et avec qui donc il y a Bagheera qui stream debout. Ryu stream debout, non? Je crois que Ryu stream debout. Sunday, du coup. Bon. On a un ballon, il a été une semaine depuis, il traîne dans le coin. Ouais, mais le ballon, c'est si j'étais assis, là je suis debout, donc le ballon, ça marche plus. Donc, on verra les gens. Bon, allez, on attaque le reste maintenant de notre petite revue de presse tech et gaming. On va commencer par la tech, parce que chaque fois que je fais un sondage, c'est la tech qui l'emporte. Voilà, donc... On va commencer et justement je voulais, pour terminer sur le sujet bureau, vous parler d'une Battle Station. Donc vous savez sur Reddit, il y a les subreddits et il y en a une c'est Battle Station, c'est des gens qui montrent des photos de leur bureau. C'est un peu le tribunal des bureaux d'Agbou à l'échelle de Reddit. Et là il y en a un qui a dit OK, je pense que c'est bon. Le titre du post s'appelle OK, I think I'm done. Et vous allez voir son setup et plus vous allez regarder, plus vous allez dire oh la déterre. La déterre. C'est parti. Qui veut jouer à Battlefield en quadruple screen? Et regardez bien. Donc déjà, le setup, il est complètement pété. Je ne sais même pas comment il fait pour jouer sur son fauteuil avec sa souris, qui est une MX Masters 3, et son petit clavier. Je pense qu'il joue à la manette. Mais surtout, regardez le quatrième écran au-dessus. Regardez-moi ce génie. Regardez-moi ce génie. Qui s'est dit, bah en fait, avec 3 écrans 65 pouces, je vais avoir du mal à voir mes munitions et la carte. Et regardez-moi ce génie. Vous savez comment il a fait? Il a utilisé OBS avec une capture de région d'image. Et ensuite, il a mis OBS en mode présentation. Donc en haut, c'est OBS en plein écran avec 2 captures de région d'image pour qu'il voit mieux la map et ses munitions. Donc le gars, il s'est fait un écran 55 pouces qui lui sert juste à regarder ses munitions et la minimap. Je dis bravo. Bah, je dis bravo. Voilà. Tout le reste, les posters, le canapé, la souris, le clavier, toutes les télécommandes, tout le reste me trigger de ouf. Mais j'avoue que le quatrième écran, juste pour la map et les missions, bravo. Franchement, moi qui ai pas mal joué à Battlefield 6 depuis sa sortie, vous connaissez un peu l'intensité de Battlefield. Je n'ose même pas imaginer sur des grandes maps de Battlefield où tu te fais bombarder par des avions de chasse, t'as des balles de sniper qui te frôlent la gueule, t'as des fumigènes partout, du napalm au sol et tout. La gueule que ça quand t'es au milieu de tout ça, quoi. Ça me fait délirer. Voilà. Et dans un canapé, c'est pas ergo. Ah non, mais je pense qu'il joue à la manette. De toute façon, là, vu l'argent du setup qu'il a, et vu le clavier et la souris, qui sont un clavier et une souris de bureautique, donc vous voyez, littéralement un clavier avec un trackpad et une souris qui est une MX Master d'un petit tapis de souris de merde, de toute façon, c'est sûr qu'il ne joue pas au clavier souris. Et il joue avec une de ces 2 manettes à gauche. Je sais pas ce qui me trigger de plus encore, c'est de jouer à la manette à Battlefield 6 sur un quadruple écran ou d'avoir un tel setup pour jouer à la manette ou de jouer dans ce fauteuil. Je sais pas. Je sais pas. Et oui, il a un sim racing à côté à droite qui a l'air d'être respectable. Alors Sébastien, d'après lui, c'est les mêmes écrans. C'est les 3 mêmes écrans. Donc c'est un problème de colorimétrie. Je pense que ça doit effectivement venir de l'angle de vision. Moi, il m'envoie du rêve. Hein. Moi, il m'envoie du rêve. Allez, on enchaîne. Parce qu'après, il faut que je joue Ark Riders et que j'aille. Vous allez voir, hein, je vais vous montrer le dark side de Ark Riders. Vraiment, c'était la mantis en fin de vie. Ça va être affreux. Mais bon, bref. On enchaîne. Du coup, on va faire un peu de son. On va faire un petit peu de son. Et juste avant le son, on va faire une petite mise à jour sur le prix du matos PC. Voilà. Et pas de bonnes nouvelles. J'allais vous dire, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Bon, bah, ça va pas durer longtemps. Framework vient d'annoncer une hausse de 50% du prix de ses barrettes de mémoire. Ils le disent, ils n'arrivent évidemment plus du tout à encaisser
et a épongé la hausse des prix. Je vous rappelle que en ce moment, la mémoire et le stockage sont en train d'exploser, hein. La mémoire a déjà fait entre x3 et x6. Les SSD, ça va être les prochains dans quelques semaines. Et la bonne nouvelle, c'est que Framework a réussi à maintenir le prix de ses ordinateurs, puisque le prix de ces ordinateurs est livré avec de la mémoire dont les prix ont déjà été négociés il y a plusieurs mois. Donc, sur tous les stocks de Framework pour l'instant, vous pouvez encore acheter leurs ordinateurs aux tarifs normaux, mais déjà, vous le voyez, sur les pièces détachées, eh bien, vous allez vous faire raquer la tronche encore plus, bien sûr, si en plus vous viviez aux États-Unis, parce qu'en plus, il y a les tarifs. Donc, je vous ai pas mis tous les fabricants, mais Framework n'est qu'un des fabricants qui a pris la parole pour dire c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Et voilà. Crêpe au sucre, je mets des replays, il est en ligne sur Twitch et je le mets sur YouTube et Patreon demain matin. Voilà. Bon, bref. On va quitter maintenant une marque sympa pour une autre marque sympa, puisqu'après Framework, on va passer à Fairphone. Et j'avais pas le temps de bien vous en parler, mais c'est vrai qu'on en a parlé dans les idées cadeaux avec Lydia. Fairphone a sorti son nouveau casque, les Fairbuds XL. Donc on en a parlé. Casque à réduction de bruit active, avec une autonomie de 30 heures. Des spécifications qui sont tout à fait normales, voire OK sans plus pour un casque à 249 €. Mais vous savez encore une fois que Fairphone, vous payez surtout une empreinte carbone qui est la plus réduite possible, une longévité hardware et software qui est sans commune mesure dans l'industrie. Et ici, bonne nouvelle encore, comme je le disais, puisque c'est un casque avec des pièces modulaires qui est facilement détachable, vous allez voir que même le câble là, c'est un câble USB-C standard. Eh bien, vous allez pouvoir aussi réparer ou mettre à jour le premier modèle de votre casque qui sera compatible avec les pièces du deuxième. Donc voilà, le deuxième est mieux en autonomie, il est mieux en son, il est mieux en fonctionnalité, mais il est 100%, il est grandement compatible avec le premier Fairbuds XL. Encore une fois, bravo Fairphone de faire des produits modifiables, améliorables, réparables, avec des pièces détachées qui se trouvent facilement, avec de la bidouille. Bravo les guys. Donc ça, c'est le Fairbuds XL. On va enchaîner avec deux collaborations de son, parce que oui, il y a des collabs de son incroyables. La première, c'est Aïe 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 et Braindead qui font une petite collaboration. Donc Aïe Aïe Aïe, marque de casque audio assez réputée scandinave. Voilà. Et ici, ils sont avec Braindead et sortent leur petit casque très années 80. Voilà, le Trax Braindead Edition. Et ici, la petite enceinte Bluetooth. Pardon, je sors de déjeuner, j'ai mangé un petit doner kebab avec mon frangin. Donc c'est joli, c'est très rétro. Ça ne m'intéresse pas, mais évidemment c'est du pur design. Et ça coûte 70 balles, voilà. Joli. Petite vibe COS. Ouais, mais COS sont plus cheap quand même, hein. Plus cheap. Voilà. Aïe sont surtout connus pour les TMA2. Mais voilà. Autre collaboration qui est un petit peu plus bizarre. Oh, bonjour notre Patrick, bienvenue à toi. Bonjour les gens. Voilà, bienvenue dans un podcast filmé. J'espère que tu vas bien, monsieur. Ici, ici on parle de tech et on parle de gaming. Et après, on va se buter sur Ark Riders. Mais bienvenue tout le monde, merci beaucoup pour le raid. On est en train de regarder, je vous montre vite ce qu'on regardait juste avant que vous arriviez, parce que quand même, regardez un vrai setup de gens qui aiment jouer aux jeux vidéo. Voilà. Battlefield sur 4 écrans, dont un écran qui est dédié à la minimap et aux munitions. C'est bravo. C'est bravo. Joyeux Noël et bonne fête de la part de Patrick. Oh là là là, quel homme urbain quand même ce Patrick. Merci à lui. Bonjour Guillaume FR. On va attaquer maintenant du coup la troisième collaboration. Dyson et Porter. Alors vous dites Dyson et Porter, mais elle est où la collaboration audio là-dedans? Je rappelle que Dyson fait un casque. Le fameux casque qui faisait ressembler à Bane dans The Dark Knight. Voilà. Ils l'ont sorti en version plus civilisée sans le masque à purificateur d'air horrible. Et ils ont fait une collaboration avec la marque japonaise Porter. Voilà. Autant vous dire que ça va vous coûter la peau des fesses. Puisqu'un sac Porter, globalement, c'est souvent plusieurs centaines d'euros. Et c'est avec le casque Dyson. Donc là, je parle avec les victimes de la mode, évidemment, du chat. Si vous avez envie de dépenser, je pense, facilement un petit 1500 €. Voilà. On va finir sur le son avec un engin qui est assez cool, même s'il n'est pas nouveau, mais vous allez voir que c'est un gros acteur qui arrive.
Pour les gens qui aiment mixer la musique ou qui aiment aller en club, le logiciel le plus connu s'appelle Serato. Voilà, Serato, qui est en concurrence avec Traktor du côté allemand. Serato, c'est américain. Et Recordbox, qui appartenait aux japonais de Pioneer. Serato, donc c'est un logiciel pour mixer, et depuis quelques temps, vous savez que la plupart des artistes musicaux en live, ils mixent un peu production et mix, voilà. Et on a vu notamment des choses qui se font sur Ableton, des choses qui se font sur Machine, donc des logiciels qui permettent de faire de la prod et de la performance un peu en temps réel, avec les contrôleurs qui vont bien avec. Du coup, Serato s'est lancé aussi avec le Slab, qui est un contrôleur qui fait beaucoup penser à ce que font notamment Ableton avec le push et Native Instruments avec le machine. Design très minimaliste et très très beau. C'est Alpha Theta. Donc Alpha Theta, c'est les propriétaires de Pioneer justement, qui ont fabriqué l'objet pour Serato. Et vous connaissez le truc, vous avez des pads, vous mettez des samples, vous avez des filtres que vous gérez en temps réel. Et le but du jeu, c'est de performer avec. Là, l'idée, c'est que ça fonctionne avec Serato Studio, qui est un peu justement l'entrée de Serato dans le monde de la production musicale et plus que du mix. Donc, on va avoir un concurrent de taille au Ableton Push et au Native Instruments. Pas tout de suite, puisque de leur propre aveu, ils arrivent. Le logiciel est simple, l'appareil est plutôt simple. Ça coûte 329 €, ce qui est à peu près dans les prix ou moins cher que ce que fait la concurrence. Donc à voir. Je trouve que ça a une sacrée belle gueule, ce petit engin un peu gris comme ça en deux tons. Mais voilà. J'aime bien. Donc Serato Slab, si vous voulez vous lancer dans la prod de musique et que vous êtes familier ou familière avec l'univers de Serato. Après, je vous avoue que quand on voit l'avance, compris les concurrents sur le mélange prod-performance, il faudrait voir. J'ai pas essayé, mais bon, voilà, connaissant Serato, ils vont faire en sorte que Serato Studio et Slab soient plutôt faciles à apprendre et qu'on puisse me marrer très très vite avec. Je sais pas pour vous, mais à chaque fois que je vois un appareil comme ça, j'ai envie de l'acheter, de faire du finger drumming, et voilà, ça a l'air d'être tellement satisfaisant. J'aime beaucoup. On va maintenant quitter le son. On va passer à l'image avec des grosses news. La première, c'est que ça y est, on va se prendre une tétrachie d'annonces autour du micro RGB. Voilà. Nouvelle technique encore nouvelle technique d'illumination et de rendu d'image sur des écrans télé. Donc on avait le LED, on avait l'OLED, on avait le mini LED, on avait le micro LED. Maintenant on a le micro RGB. En gros, rapidement, dites-vous juste que c'est une sorte de petit rétroéclairage qui, au lieu d'être blanc et qui passe à travers un filtre pour avoir un pixel bleu, rouge ou vert, c'est un rétroéclairage qui lui-même est rouge, bleu ou vert et qui est censé évidemment vous offrir une image encore plus juste, encore plus pure sur le rendu des couleurs. Voilà, je ne sais pas. Je sais juste que ça va coûter très très cher et je sais juste que ça va être une jungle si vous voulez acheter une télé ou un écran de gaming. Je crois que c'est MacDolphin qui m'avait envoyé dans le Discord aussi un des premiers écrans micro RGB, si je ne m'abuse. Et ça va être le buzzword de 2026. Voilà. L'OLED, bouh, c'est saut maintenant. Micro RGB et micro LED qui vont être un peu les prochaines étapes pour gagner encore plus en clarté d'image, en luminosité, en justesse des couleurs. J'ai très très peur des prix, hein, on va pas se mentir, je pense que ça va coûter très cher. Mais ici, vous voyez que c'est LG qui a annoncé son micro RGB Evo A1 ou AI, qui sera présenté en janvier à Las Vegas, et que derrière, il y a déjà TCL, Samsung et tout le tout team qui ont présenté leur technologie. Donc voilà, vous voyez ici la LED qui éclaire tout, le mini LED qui a des zones, et le micro RGB qui est encore plus petit, encore plus précis, et qui est en 3 couleurs. Voilà. L'image d'illustration sur la télé est tellement saturée, ça dessert le produit, dit Sébastien. Justement, c'est classique, hein, ça c'est littéralement, il y a un mode démo sur les télévisions aujourd'hui qui font que quand tu mets le mode démo, elles envoient pour être visibles dans les Darty, dans les Fnac de France et de Navarre, elles envoient des images ultra saturées, ultra fluides, ultra surréalistes. Et c'est évidemment le mode un peu, je me la pète. 2 secondes, pour un changement de position, je fais un squat. Je fais bien l'ascenseur. Hein. Ah, c'est juste le bureau qui monte. En vrai, j'aurais pu tricher. Dire que c'est le bureau qui monte et qui descend. C'est vrai. Bon. Maintenant, un autre écran qui va faire parler de lui.
Le meilleur des deux mondes, comme on aime tellement le dire dans ce petit monde. Attendez, je vous remets le lien vers l'écran LG déjà, sur Frandro. Hop, et maintenant, je vais vous montrer un écran. Alors voilà, c'est le fameux, vous savez. Ah là là, je voudrais un écran gamer. Ah là là, je voudrais un écran très très haute résolution pour travailler. Ah là là, mais les écrans très très haute résolution pour travailler sont limités à 60 Hz. Ah là là, mais les écrans gamers n'ont pas des très haute résolution pour être très fluides. Asus présente un écran dual mode qui, je vous avoue, m'excite énormément parce que du coup, c'est beaucoup des choses que j'aime beaucoup. C'est un écran qui peut passer avec une résolution c'est un écran 27 pouces avec une résolution qui peut être en 2560 par 1440, qui est la résolution classique des écrans 27 pouces, 330 Hz, très très bien, IPS, un peu moins bien, mais sinon, sa résolution native, c'est du 5120 par 2880 en 180 Hz. Voilà. Donc là, on a un écran qui est un écran littéralement Retina Apple, puisque on est sur la densité de pixels requise par macOS. 5120 par 2180, donc je vous rappelle, hein, c'est littéralement 4 fois plus de pixels que un écran 27 pouces classique. Donc imaginez la résolution et la finesse pour le travail, pour la bureautique et pour des jeux pas gourmands. Genre, on peut jouer à un Hades dans une résolution où on ne voit plus les pixels, ça doit être très très beau, un Hades 2. Pour le reste, évidemment, si vous jouez à Battlefield 6, ça va être compliqué de le faire tourner correctement à 180, 5120 par 2180. Et donc, il y a un mode où, vous le voyez, il divise par 4 le nombre de pixels. On passe à une résolution qui est normale. Et par contre, il augmente la résolution. Alors, il n'augmente pas la résolution x2, parce qu'on n'est pas à 360 Hz, on est à 330 Hz. Donc, très très cool. Donc, oui, tout à fait, D-Wood. Il y a les écrans LG. Salut, Bart-moi. Bonjour. Il y a les écrans LG qui avaient déjà le fameux dual mode et que Asus avait adopté, effectivement. Donc, c'était les fameux écrans 32 pouces 4K 240 Hz où tu pouvais passer en 1080p 480 Hz. Là, on a une dalle 27 pouces 360 Hz qui peut passer en 720p 720 Hz chez LG et Asus aussi. Mais là, je pense que c'est plus intéressant parce que vraiment, avoir une dalle qui fait du 5120 par 2180, c'est absolument génial pour le taf et pour le confort visuel. Et avoir une dalle qui a une résolution normale pour le jeu, c'est très bien. Donc je trouve que c'est une bonne propale. Alors, c'est une dalle qui est unique, donc j'ai un peu peur du prix. Ce n'est pas une dalle OLED, donc au moins ce sera moins cher que si ça avait été une dalle OLED. Pour le reste, vous le voyez, c'est un fast IPS. Il y a une prise de charge pour votre ordinateur, c'est pas mal. Quelle est la connectique pour ça demande Weldell? Bah, c'est marrant parce que Asus annonce qu'il faut les dernières cartes graphiques de chez Nvidia et de chez AMD pour faire tourner cet écran. Et en fait, je pense juste qu'il faut avoir les fameux DisplayPort 2.1 qui peuvent envoyer un débit suffisant pour faire tourner tout ça correctement. Même pas, c'est que du DisplayPort 1.4, donc là je comprends pas. Ah oui, voilà. Donc avec le DSC, il y aura donc une compression. Donc c'est un peu bête, ils auraient dû faire un DisplayPort 2.1 pour avoir une image qui est vraiment, vraiment sans compression. Mais assez impressionnant, j'aime beaucoup cet entre-deux. Moi qui actuellement est en train de streamer, de travailler, de jouer sur un écran 27 pouces 4K, la finesse des pixels est vraiment très très agréable dans la vie de tous les jours, quoi. La même en OLED, bah là, la même en OLED. Déjà, je pense qu'arriver à faire une dalle OLED 5120 par 2880, ça sort pas tous les jours. Dans un écran 27 pouces, là, c'est quand même très spécifique. Mais moi, dans l'idée, c'est assez idéal, hein. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui me plaisent beaucoup dedans. 5K 180 Hz. Oh, le nombre de pixels que ça envoie à la seconde. J'adore les comparatifs. Le fameux genre, votre image est tellement potato sans nous. Ouais, j'avoue que l'USB-C que à 15 watts, ça peut pas recharger tout, hein. C'est bête, ils auraient dû faire un truc un peu plus costaud que 15 watts, non? Donc, vous voyez, HDR 600, j'imagine qu'il sera calibré. Ah, j'ai hâte de voir ça. Encore une fois, pareil, ce sera présenté au CES de Las Vegas. Et donnez-moi 2 petites secondes, car ça me fait penser que j'ai un rendez-vous et que je ne voudrais pas louper mon rendez-vous. J'arrive tout de suite. Oui.
Ok, faut que je gère un truc. Donnez-moi 2 secondes. Parce que je viens de me rendre compte que j'ai loupé un rendez-vous. Non, je rigole, mais c'est pas sympa. Je viens de louper un rendez-vous parce que je suis en stream. Parce que je suis en train de dire, oui, il y a plein d'annonces là pour le CES de Las Vegas, il y a plein de trucs. Et j'étais là, genre, j'avais pas un brief d'une certaine marque pour le CES de Las Vegas, genre dans pas longtemps. Et c'était là, à 14h. Je peux pas dire de qui, mais bon, voilà, bref. La meilleure professionnelle. Je m'étais mis une alerte pourtant, mais une fois que j'étais parti avec vous, j'étais parti avec vous, quoi. Alors, j'arrive tout de suite. Hein. J'envoie des mots de plates excuses. Je peux juste vous dire que c'est une marque dont j'aime bien les produits, spécialement en ce moment. Voilà. J'aurai mon petit mail. Ok. Ce serait drôle que ce soit Asus le brief. Je peux pas vous dire. Et effectivement, il y a 2-3 incohérences dans le. Il y a 2-3 incohérences dans l'écran. Le fait que ce soit pas DisplayPort 2.1, ça m'étonne énormément quand même. Parce que du coup, c'est un écran qui hurle DisplayPort 2.1. Ce que je trouve aussi un peu étrange, c'est que vous voyez, le pied, globalement, c'est pas le pied haut de gamme de chez Asus. C'est également une dalle IPS. Donc en fait, je me demande si cet écran va coûter cher ou pas cher en vrai. Enfin, il va coûter évidemment beaucoup plus cher qu'un écran 27 pouces classique qu'on peut trouver aujourd'hui à 190 euros. Donc je vois plus ça tourner autour des 500 euros. Mais c'est vrai que il est à la fois impressionnant, puis il y a des trucs que j'ai l'impression qu'ils ont fait des petites coupes, budgétaires, quoi. Je sais pas. On verra. Donc voilà pour l'écran. Et évidemment, après vous avoir parlé de dual mode et après vous avoir parlé de micro RGB, bien sûr, le dernier point sur lequel vous allez en prendre plein la tronche d'ici les prochains mois. On l'avait dit, on l'avait call depuis maintenant des années, et on allait forcément y arriver. Les écrans à 1000 Hz. Voilà, enfin, on va pouvoir jouer correctement. On va pouvoir jouer à la hauteur de notre skill. C'est ici Philips et Aegon qui annoncent les 2 premiers écrans à 1000 Hz. Voilà, donc ce sont des écrans, vous le voyez, 27 pouces. J'ose imaginer que ce seront des écrans 27 pouces 1080p et pas 1440p. Mais je vais enfin pouvoir jouer compétitivement à la hauteur de mon talent. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. 1000 Hz, imaginez. Non mais imaginez la charge sur votre ordinateur qui va se taper un clavier à 8000 Hz, une souris à 8000 Hz pour les taux d'échange, un écran à 1000 Hz pour le taux d'échange, et la carte graphique et le truc qui va derrière, il va brûler avant même que vous ayez réussi à faire un frag face à ce pauvre malandrin, ce gueux qui ne joue que en 600 Hz. Ça va être assez incroyable. Mais on le savait que tous les chiffres qui font que monter en termes de Hertz et qui sont un peu le concours de caquettes, un peu comme il y a les capteurs à 40 000 dpi sur des souris complètement débiles. Mais on savait bien que le 1000 Hertz, il y a un côté qui est très fort, vous voyez, symboliquement. De la même manière que 120 Hz, c'était 2 fois plus que 60 Hz, ça fait parler beaucoup de gens. Et qu'après, les chiffres un peu ronds, donc pas forcément les 144, 165 ou 180 Hz, mais plutôt les 240, 480, 360, 500 Hz, ça excitait les personnes qui jouent à des jeux qui peuvent tourner à ce genre de taux. Il faudra voir aussi si la réactivité elle est au même niveau, parce que si vous jouez à 1000 Hz mais que c'est pas une dalle OLED, et ça a l'air d'être une dalle OLED, bon, bah, il y a aussi un côté où la dalle OLED, même si elle est moins rapide, à 600, 500 ou 600 Hz, ça sera peut-être tout aussi réactif. La violence. La violence, la violence, la violence. Bonjour Anthologique, bienvenue à toi. Voilà, on a terminé avec les écrans. Je vais vous montrer maintenant un dernier écran. Évidemment, c'est un écran à encre électronique, mais pas que, puisque Pebble est de retour. Donc je vous rappelle que Pebble, c'était les premiers à avoir fait des smartwatches, vous savez, des petits smartwatches à encre électronique avec toute l'époque des Kickstarter des années 2010-2015, trop stylé. Et puis après, Pebble, ils se sont fait balayer par les Apple Watch et compagnie. Pebble est de retour, parce que je crois que le fondateur de Pebble a racheté Pebble qui avait été vendu à des grosses boîtes et puis ensuite laissé dans l'oubli. Il a racheté la Pebble, il a relancé une première Pebble et là il lance un accessoire pour sa montre qui est le Pebble Index. Voilà, le Pebble Index qui est
un émetteur qui se met sur votre doigt. C'est très très laid, ça fait très très cheapos. Et l'idée, c'est que vous pouvez commander votre montre depuis votre doigt. Donc là, pas de trucs super sexy, genre on va lire dans ton flux sanguin et la qualité de ton sang pour activer des commandes comme Meta le ferait. Non, là c'est un anneau avec un microphone, un bouton. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Ça a l'air ultra intéressant le retour de Pebble et Sandil. Je sais pas. Moi, ça m'a jamais trop botté Pebble. Donc là, c'est la Pebble Time 2. Voilà. C'est un peu leur retour à eux. Moi, je trouve que ça fait un. Je trouve que ça a vieilli, quoi, Pebble. Voilà, c'est très année 2010-2015, quoi. Et même l'index 0,1, voilà. Je sais pas, ça fait cheap, on dirait un serre-câble. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait un petit peu un serre-câble qui a été coupé, et puis voilà, quoi. Et donc là, vous avez juste un petit micro, un petit bouton, et basta. Par contre, intéressant, vous le voyez, encore une fois, dans l'esprit de fuck les GAFAM, pas de connexion à Internet, vie privée respectée, pas d'abonnement, pas de connexion, voilà. Donc là-dessus, c'est pas mal. Et le meilleur point, c'est que la batterie, elle dure des années, vous n'avez jamais à le charger. Alors ça, c'est un peu bizarre, mais bon. Oui, il y a Lydia qui loot avec MV. Depuis qu'un journée, ça a failli perdre son doigt à cause d'une bague Samsung, j'ai plus confiance dans ce genre de produit, dit l'agent de zombie. Il y a eu quoi? Il y a eu... ça s'est barré en vrille? Comment ça s'est barré en vrille, peut-être? Ah, c'est MV Mintos, c'est pas Lydia. Ah, c'est MV Lydia Mintos. Quoi? Ils sont en train de looter sans moi? Putain, les chacals. C'est beau. Bon, après, moi, vu les runs que je fais actuellement, peut-être pas les bons trucs à faire. Alors, on enchaîne avec le dernier petit point. Hop. Un chargeur chez Ikea qui a une tête de donut et c'est aussi un support à mettre entre vos doigts. Je sais pas comment dire, c'est un peu sexuel à dire comme ça, mais hop, vous voyez, c'est une sorte de donut qui s'ouvre pour le. C'est chelou. Voilà, le Vastmark, qui est donc un. Je sais pas comment vous dire. Le Vastmark, qui a un support à téléphone et un chargeur de téléphone MagSafe. Voilà. Qui me trouble un peu, je trouve un peu chelou. Il sent un peu le cul, quoi, bizarrement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est censé être une sorte de petit coussin de notre rigolo, mais je trouve qu'il sent un petit peu le cul. Je suis pas 100% à l'aise là-dessus, quoi. J'aime bien la couper l'Ikea qui fait chargeur. Moi, je sais pas, la dernière fois que j'ai trouvé qu'un truc Ikea avait l'air d'être cool, on m'a dit que c'était nul à chier, donc je n'ose plus vous dire. Je n'ose plus vous dire comment dire si un truc bien chez Ikea. Allez, on va passer maintenant aux jeux vidéo. On va passer aux jeux vidéo, les gens, avec quelques petites news cool. Je vais rester dans le hardware de jeux vidéo, pour faire la transition entre la tech et le jeu vidéo, même si on a montré des moniteurs qui sont des moniteurs de jeux vidéo, mais bon, bref. Avec des petites news hardware jeux vidéo, puis après des petites news jeux vidéo, peut-être qu'on regardera le DLC de Silksong, parce que je n'ai même pas regardé le trailer de 40 secondes. Bref. Premier point, c'était pas possible, c'est désormais possible. Vous pouvez utiliser votre Google Pixel comme webcam pour la Switch 2. Vous savez que la Switch 2, elle est compatible avec des webcams, mais on a vu que c'était extrêmement capricieux en fait d'utiliser une autre webcam que la webcam de Nintendo. C'est tout à fait possible, mais on a des retours un peu bizarres. Encore plus quand vous utilisez un smartphone qui a un mode webcam via le protocole UVC. Donc des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, mais normalement maintenant vous pouvez utiliser votre Google Pixel pour ne pas avoir payé. Elle a combien la webcam de la Switch? C'est 70 balles, 100 balles? Je ne sais plus. Mais c'est possible. Les bonnes nouvelles s'accumulent pour les Google Pixel, là, après AirDrop et tout, c'est très très bien. Deuxième point aussi. Deuxième point important, c'était il y a quelques jours, mais j'ai pas le temps de faire la news parce que j'ai joué à Ark Rider. Désolé. Pas désolé. Mais il y a des bonnes nouvelles pour les gens qui veulent acheter une DualSense de Sony. Déjà, elles sont un peu en promo.
Vous savez que la DualSense, pendant longtemps, elle a été, euh, considérée, même aujourd'hui, je pense que c'est peut-être la meilleure manette de jeu solo du marché grâce à l'excellence de ses vibrations, ses retours haptiques, les gâchettes actives. Enfin, j'avoue, d'un point de vue technologique, c'est vraiment top. Le problème des manettes PlayStation avec la DualSense, mais même les manettes d'avant, c'est évidemment l'autonomie. Puisque une DualSense, globalement, c'est 10 heures quoi, d'autonomie. La DualSense Edge, je crois que c'était genre 7 heures d'autonomie, ça dépendait des jeux. Là où des manettes plus simples, mais très bonnes quand même, comme la manette des Xbox Series, c'est 30 heures minimum. La Switch Pro Controller 2, c'est 40 heures. Bref, voilà, les manettes e-sport comme les manettes Razer que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est toujours facilement 20-25 heures. Et la DualSense, gâchette active, retour haptique, trackpad, lumière, voilà, 10 heures. Je trouve ça horrible. Genre, tu joues, tu dois la charger après une session ou pendant une session de jeu. Voilà, la DualSense Edge, je ne comprends même pas. Sachez que les dernières versions des DualSense ont été modifiées à plusieurs niveaux. Donc les consoles ont été modifiées, mais aussi les manettes. Et il y a bien une nouvelle version du circuit imprimé. Et surtout, eh bien, il y a une plus grande autonomie selon ce tweetos. Alors j'ai été voir aussi des youtubeurs qui ont testé, qui ont ouvert des manettes et des consoles pour voir qu'il y avait effectivement des modifications et des optimisations dans des consoles et dans des manettes. Et donc, dans cette V2, eh bien, le truc, c'est que d'un point de vue sensation, ce sera pareil. Vous perdez un second microphone. Je ne sais même pas à quoi il sert par rapport au microphone de base. Mais surtout, l'autonomie, elle monte de 50% d'après les premiers tests. On passerait de 10 heures à 15 heures sur les nouvelles versions de ces manettes. Ce qui est une bonne nouvelle, évidemment, parce qu'à 15 heures, ça commence à être ok tiers. À 15 heures, c'est quand même, on va pas se mentir, c'est pas fou. 15 heures, ça reste 2 fois moins qu'une manette de base des autres machines. Mais voilà, ça commence à devenir ok tiers. Donc, je vous ai mis le lien. Et ici, eh bien, vous avez les premiers benchmarks du même créateur de contenu. Donc, regardez notamment les codes produits, les SKU, comme on les appelle, qui concernent les nouvelles versions des consoles et des manettes. Voilà, il faut garder ça bien en tête. Je vous ai mis le lien dans le chat. Voilà, quitte à acheter une manette, une DualSense aujourd'hui, essayez de choper une manette qui a 50% d'autonomie de plus que la précédente. Ça ne pourra pas faire de mal. Autre point, on va rester dans les manettes de jeu avec une manette très 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 bizarre. Où est-elle? Elle est là. Attention, c'est une manette qui est vraiment faite pour les gens qui jouent quasiment qu'avec le gyroscope. Donc vous savez qu'un nombre grandissant de joueurs et de joueuses qui jouent beaucoup à des jeux de tir à la manette ne jouent que par le gyroscope, souvent beaucoup plus précis, naturel que le stick droit, pas aussi bien que la souris, mais mieux. Donc de plus en plus de gens veulent le gyroscope pour des jeux multi comme des jeux solo. Alpaca qui faisait une manette qui était un peu chelou, mais qui était vraiment dédiée genre vraiment à ça. Ils sortent une nouvelle manette, donc Input Lab sort la V2 avec 3 moteurs de gyroscope. Et par contre, le look de la manette, j'ai pas compris, je crois que c'est un truc qui est sorti d'une imprimante 3D. À voir. Donc vous avez la version DIY qui est en impression 3D et la version Pro qui est faite en plastique moulé comme des produits de grande série. Voilà. Quadruple gyroscope pour avoir le top du top. Des configs à gogo et un look. J'ai regardé plusieurs fois la manette. J'ai fait ok. Le design n'est pas final, mais je vous avoue que quand vous montrez ce genre de manette comme ça donne pas super envie. Ça donne pas quand même super envie. Et donc vous voyez ici que le capteur, ça c'est une bonne idée, un peu comme ce que fait Valve avec son futur Steam Controller 2. Il va y avoir une zone qui va capter si vous la tenez ou pas et qui va activer ou désactiver le gyroscope, chose que je trouve extrêmement malin. Et vous voyez ici qu'il y a littéralement une double molette de défilement en plus. Incroyable. Non, mais regardez-moi ça. Après, pour la défense d'Input Lab, ils sont pas nouveaux, puisqu'ils avaient déjà fait une Alpaca 1. Donc je vous envoie vers le lien ici. Et j'avoue que là, quand on voit le design, on se dit ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts encore pour faire cette manette. Mais voilà. Donc pour les gens qui
pour les gens qui ne connaissent pas le Alpaca Controller, c'était un petit projet qui a eu vraiment ses fans, quoi. Qui a vraiment eu beaucoup, beaucoup de fans. Enfin, beaucoup de fans. Non. Qui a eu des fans vraiment déter sur le jeu, sur la manette, parce qu'elle offrait des sensations vraiment très bonnes. Notamment avec ce système de gyro qui est très, 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 très bien mis en place, qui était très précis, avec une dead zone qui était bien gérée, donc il n'y avait pas la tremblote quand vous teniez la manette. Mais voilà, quoi. Voilà, ça c'était l'Alpaca, mais ouais, la manette déjà, elle avait une tronche. Donc je suis très intéressé d'un point de vue purement, comment dire, geek, de voir ce que ça va donner. Et je sais pas quand est-ce que ça va commencer dans mon projet. Quand est-ce qu'il le lance? Il n'y a encore rien. Donc voilà. Quadruple gyroscope, temps de latence très bas. Natif Linux, en plus, si vous le voulez. Mais ça marche bien le gyro? Ah ouais. Ah oui, enfin, encore une fois, si vous n'avez jamais géré un gyroscope bien foutu, bah, jouer à Splatoon avec des Joy-Con ou jouer avec le premier Steam Controller, un gyro qui est bien calibré, ça met 1000 zéros à un stick droit. Mais de toute façon, encore une fois, le stick droit, c'est vraiment nul pour viser, il n'y a rien de pire. Littéralement, on est obligé de mettre des aides à la visée dans la plupart des jeux multijoueurs, tellement que le stick droit, c'est nul par rapport au reste. Donc, un trackpad, un trackball, une souris, évidemment, c'est mieux. Et le gyroscope, c'est vraiment très très bien. Puis le gyroscope aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est très naturel pour les gens, puisque en fait, là où tu bouges ta manette, ça va viser avec un rapport de distance qui est assez naturel. Donc non, le gyroscope, quand c'est bien gaulé, bien implémenté d'un point de vue matériel, d'un point de vue jeu, c'est vraiment régal. Vraiment régal. Donc je vous le dis, je garde en tête, je garde un œil sur l'Alpaca 2, et on va voir la tête qu'elle a, mais c'est vrai que ça a l'air d'être très chouette pour, au hasard, jouer à des jeux depuis votre canapé, mais avec une visée correcte, quoi. Genre Ark Riders. Ça doit développer une tension de ouf dans les bras, dit Nico Cacola. Non, c'est assez naturel. Donc en fait, tu te retrouves pas comme ça, quoi. T'es pas en train de tenir comme ça. En fait, t'as ta main comme ça, puis tu fais vraiment juste ça, quoi. C'est c'est vraiment très naturel. Vraiment zéro prise de tête. D'ailleurs, ça me pensait qu'il y avait une manette que je voulais vous montrer qui était un peu chelou aussi, mais je l'ai oubliée. Donc c'est nickel, parce que je l'ai oublié, donc je vais la rajouter. Chez GameSire. J'arrive. J'avais oublié, elle est où? Elle est là. Et GameSire a montré un prototype de manette de jeu qu'on avait déjà vu auparavant, ce genre de manette. Mais là, ça a l'air d'être très cool. Vous savez, à un moment, il y a eu des manettes volants. Donc vous savez, encore une fois, que pareil, jouer avec un volant, avec un stick gauche, globalement, c'est mieux qu'avec une croix direction. Mais globalement, enfin, les gens ont tendance à stresser et puis à tapoter avec le stick gauche plutôt qu'à doser vraiment bien par rapport à un vrai volant qui va bouger comme ça, même sur une manette. Donc avec un gyroscope, on peut avoir un volant qui est intéressant. Et puis on avait des tentatives de manettes avec des volants matériels dessus. Regardez ce que nous prépare, eh bien, GameSire avec le codename Swift Drive. C'est une manette qui a un volant au milieu, mais ce volant, je crois, si j'ai bien compris le système, il a un moteur avec un retour de force à l'intérieur, un petit peu comme les bases de volant qu'on a aujourd'hui sur les trucs, les volants assez haut de gamme dans les simulations. Donc, vous voyez, ici, on aurait un volant au milieu, pareil, vous le tournez avec le pouce, classique, sauf qu'il y aurait un petit retour de force et de sensation dessus pour aller encore plus loin. J'aime beaucoup le concept, ça me fait penser aux vieilles manettes de Namco. C'est Namco qui a sorti, je crois, une manette volant à l'époque sur la PlayStation 1. Mais j'aime bien l'idée qu'en plus, vous avez un retour avec un moteur dans le volant, dans ce volant central. Alors, j'ai hâte de voir aussi quelle est l'autonomie du bousin, bien sûr, pour voir. Et évidemment, ce ne sera pas très très puissant par rapport à un volant classique, mais ça peut donner des bonnes sensations. Et pour des gens qui jouent à des jeux de voiture à la coolos, sans vouloir, ou qui ne peuvent pas en tout cas investir dans un SimPit, ça peut être rigolant cette sorte d'alternative. Et donc, vous voyez, ici, ils annoncent aussi un volant classique avec, vous le voyez ici, une base motorisée. Dessan qui dit ça fait plaisir de voir des solutions pour dégager ces joysticks atroces en FPS. Ah bah attention, les joysticks c'est vraiment le pire truc pour jouer à des FPS ou à des TPS, hein, ça c'est sûr. Voilà, donc Swift Drive et Turbo Drive. J'aime beaucoup les deux projets, enfin le projet de gauche,
Je pense que c'est plutôt GameStar qui dit on va vous proposer un volant pour pas trop cher. Vous savez qu'en ce moment, il y a un peu la folie des Simpit et que tout le monde sort des volants, mais plutôt des trucs qui valent entre 300 et 3000 euros. Je pense que la GameSire, ils vont offrir quelque chose d'un peu, comment dire, d'un peu plus doux en termes de prix parce que GameSire, vous savez, sont très très concurrentiels sur le rapport performance-prix. Donc à gauche, le Turbo Drive, bon, il m'intéresse pas spécialement parce que je pense pas qu'il ait une technologie de ouf. Par contre, à droite, la petite manette Swift Drive, ça peut être très 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 sympa pour doser de manière plus agréable et naturelle sans être vraiment un vénère des simulateurs, quoi. La prise en main du volant pouce, j'ai peur des Grim FR. En fait, il y avait déjà des constructeurs comme Namco Bandai qui avaient fait un système un peu avec un volant comme ça. Ça marche assez bien, en fait, ça marche assez bien. Alors vous imaginez bien que vous n'avez pas une rotation de 900 degrés sur votre volant parce que ça fait pas de sens, mais vous dosez vraiment bien vos directions par rapport à un stick, encore une fois le stick gauche pour doser ses virages. Dans la panique et dans le stress, globalement, on le fait jamais très très bien, quoi. Donc, je suis assez confiant dans cette idée. Bonjour Bétor. Voilà. 2 secondes. Ça, c'était quoi ça? Donnez-moi 2 secondes, il y a un truc, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est ça. Maintenant, on va passer aux souris, les gens, avec 2 souris qui ont été annoncées. Alors, il y en a une qui est déjà en retour de stock et l'autre que vous ne trouverez jamais. On va commencer par la première, la nouvelle version de la Zero Mouse Blade de ce cher YouTuber Optimum Tech. Il vient de sortir une nouvelle version, voilà, avec un design notamment autour de la batterie et un moulage encore plus performant selon lui. Ce qui est bien, c'est qu'il a fait une démo, il l'a jetée dans tous les sens, elle est incassable, parce qu'évidemment, quand vous voyez une souris comme ça, vous avez toujours un peu peur pour elle. Je vous rappelle que c'est une souris extrême, donc c'est une souris fingertips de 22 grammes, sans boutons latéraux. Donc vraiment, voilà, vous pouvez poser vos doigts que là où Optimum Tech vous a dit de poser doigts, c'est-à-dire le pouce ici, et l'annulaire et l'auriculaire ici, et basta. Par contre, voilà, les gens qui ont testé disent que la souris est excellente. À l'intérieur, c'est du Final Mouse, donc qui a de très bonne implémentation des capteurs et de l'autonomie. Et la nouvelle version est sortie et j'ai même pas le temps de vous en parler et de vous montrer la vidéo d'Optimum Tech que de toute façon en fait elle est déjà en rupture de stock. Pourtant là il en a mis 5000 en vente par rapport à la première fois qu'il en avait que 1000. Là il en a mis 5000 et c'était quand même parti quoi. Donc voilà. J'ai pas trop compris, on utilise le stick gauche et le moteur est au centre de la mallette. Non, anyone. En fait, je vais vous remettre le lien vers la manette parce que je pense que c'était pas clair. Pardon. Voilà, ici. En fait, tu tiens la manette et tu poses tes 2 pouces là-dessus. Et c'est tes 2 pouces qui ont fait la direction. Donc en fait, ça te permet de bien doser la direction avec les 2 pouces. Voilà. Ça marche bien. Enfin, ayant testé une vieille manette un peu avec ce genre de truc équivalent, ça marche plutôt bien. Puis ah ouais, la manette d'Amco, c'était une manette qui se twistait en deux en fait. Je me rappelle pour tourner. Est-ce qu'elle est bien la Logitech MX Masters 4 de Mando Borisou? Non, à part les Switch, je t'avoue, je suis un petit peu déçu. Voilà. Donc voilà, la Blade, la Zero Mouse Blade, écoutez, je sais pas quoi vous dire de plus que j'ai même pas le temps de vous faire la news dessus, elle est partie en rupture de stock en quelques heures. Voilà. 5000 souris vraiment extrêmes sur l'approche qui valent 160 balles pièce. C'est quand même un sacré délire, quoi. Bon, après, elle a une gueule folle. Et pour avoir essayé la version que Auberge des Internets avait, j'avoue, c'était assez stylé à utiliser, quoi. C'était assez kiffant. On va rester dans les souris maintenant avec une souris, je crois que je l'ai encore quelque part chez moi. Une souris légendaire. Et je peux vous dire aussi, c'était une souris qui était horrible en termes d'ergonomie, mais qui fête ses 20 ans. C'est la première souris de Razer, qui à l'époque s'appelait Carna Razer, qui a fait faillite et qui est ensuite revenu. Mais, eh bien, il y a 20 ans, sortait la Boomslang. Voilà. La Boomslang, qui était une souris qui avait un capteur 2000 dpi, un design complètement fou. C'était horrible, hein. Franchement, les switches étaient horribles, les designs étaient horribles. Elle est refaite ici, et vous voyez par rapport à l'original à gauche, la version à droite, elle est évidemment sans fil, elle a du RGB, et touche de raffinement ou de mauvais goût ultime, les boutons sont recouverts d'un cuir végétal. Je trouve ça dégueulasse. je suis désolé. Sachant que c'est une souris qui va être vendue à 1337 exemplaires. Voilà. Et qu'elle va sûrement être en rupture de stock très très vite et qu'elle va se revendre très très cher. J'ose même pas imaginer. Mais je me rappelle, je l'ai eu à l'époque avec dans sa petite boîte en métal. C'était les premières souris super haut de gamme de l'époque, gamer hyper haut de gamme. Mais je vous avoue que quand je l'ai
quand je l'ai utilisée, parce que j'ai joué avec pendant quelques temps, je l'ai trouvée horrible. La prise en main était vraiment horrible de chez horrible. Donc bref, voilà. Si vous êtes fan de la marque, voilà la nouvelle version. Oh, ce cuir, le cuir avec la couture là, ça me. Je crois que Razer n'a pas donné de prix autour de cette souris. Donc, je sais pas trop ce que ça donne. J'ai juste très très peur. On termine avec des machines de jeu. Maintenant, avec, vous allez voir une surprise, puisqu'il y a une machine de jeu que j'ai découvert il y a 2 jours. Je vous montre une machine de jeu qui était numéro 2 des ventes de consoles aux États-Unis ces 3 derniers mois et que personne ne connaît. Si, si. On commence avec rapidement, voilà, Analog, qui n'en finit plus de surfer sur enfin, qui n'en finit plus de surfer, oui, sur la vague de la 3D. Donc, c'est leur version de la Nintendo 64. Elle est sortie en rupture de stock. Elle est ressortie plus chère en rupture de stock. Elle ressort encore une fois et avec des nouvelles couleurs. Oh là là, super. Donc, si vous voulez payer cher, mais la voir en transparente, et d'ailleurs je ne comprends même pas pourquoi ils l'ont pas sorti en Atomic Purple, qui est vraiment la couleur de Nintendo pour d'autres machines, mais quand même. Voilà, vous l'avez en or, en transparente sombre, en transparente bleue, transparente rouge, transparente orange, vert et bleu. Bleu-vert. Voilà. Bon. Je pense que la meilleure couleur, ça reste de loin celle-là, mais bon, bref, voilà, chacun son truc. Je trouve que la machine est vraiment très belle, elle est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire, c'est un bel objet. Mais pour le reste, je m'en bats les steaks complètement, puisque j'ai aucune envie de souffrir sur GoldenEye, quoi. Autre point aussi, Ayaneo. Bon, voilà, Ayaneo, c'est le DJI des consoles, quoi. Une semaine, une annonce Ayaneo. Ayaneo qui annonce enfin son Ayaneo téléphone, le Pocket Play. Et alors là, attention, Xperia sur 20. Vraiment, c'est. Vous vous rappelez de l'époque des Xperia Slider, des PSP Go? Ils ont fait la même avec des processeurs plus puissants. Autant vous dire que la machine ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout, puisque on repart sur un form factor de téléphone, c'est-à-dire avec un écran 29e, une ergonomie qui a l'air de faire mal au doigt, tout simplement, ça a l'air de faire mal au doigt. Est-ce que j'ai envie de m'acheter un téléphone qui est un peu gros pour un téléphone ou une console de jeu qui est pas confortable pour une console de jeu avec un écran qui est pas pertinent pour le jeu vidéo? Pas trop, je vous avoue, pas trop. Yamato l'a reçu présenté dans l'émission Discate. C'est la Pocket Play? Je sais pas. Je me dis, Enfin, je sais pas. On dirait un téléphone pas ouf et on dirait une console de jeu pas ouf. Je sais pas qui a envie de. Non, mais regardez ça. Mais qui a envie de jouer sur ça aujourd'hui, quoi? Qui a envie de jouer aux jeux vidéo sur ce genre de manette? Avec cette prise en main là où t'es à ras du bas de l'écran et t'as déjà mal au petit doigt. Non, Nintendo. Ah oui, la Nintendo, l'analogue 3D, oui. Euh, Donc je sais pas trop ce qui est passé par la tête d'Ayaneo pour sortir cette machine. Mais c'est vrai que du coup, t'as un téléphone qui est méga fat. Bon bref, j'arrive pas à comprendre l'intérêt d'acheter cette machine. Vraiment, je vois nulle part le côté intéressant. Vraiment, voilà. Bon, il y a Indiegogo qui arrive. Voilà, je vous mets le lien vers un Kickstarter pardon qui arrive. Je vous mets le lien vers le Kickstarter pour vous dire que j'ai mis tous les liens et toutes les archives, mais je. Hein? Non? Non. Puis il faudra avoir en plus la mise à jour et le soutien de Ayaneo là-dessus. Il faudra voir la qualité du téléphone et de l'appareil photo, tout ça. J'ai l'impression que tout va être très très décevant, quoi. Voilà. Et on termine maintenant avec les gens. La console numéro 1, numéro 2 des ventes. C'est quoi la deuxième console la plus vendue aux États-Unis entre septembre, octobre et novembre là? Les gens, à votre avis? La numéro 2, non, numéro 2, numéro 3. Numéro 3, pardon, numéro 3. C'est pas le Steam Deck, non. Quelle est la machine de jeu, la troisième machine de jeu la plus vendue aux États-Unis là à l'automne, notamment avec le Black Friday? C'est pas Switch 1, c'est pas Switch 2, c'est pas le Steam Deck, c'est pas la PS4, c'est pas la Xbox Series. Non, ça s'est plus vendu que les deux Xbox. C'est une machine inédite avec des jeux inédits.
Le petit cube, exactement, Randomize Twitch et la manette, la console sur manette d'Iato, tout à fait. C'est la Next Playground, une console pour enfants qui est littéralement une sorte de Kinect réinventée. Je ne connaissais pas du tout. C'est une machine qui est vendue 250 $ avec un abonnement annuel de 89 € pour plein de jeux pour enfants. Et c'est fou, il y a une histoire, il y a un portrait très bien, je vais mettre le lien vers le portrait du Wall Street Journal sur la startup qui était derrière. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, la startup qui avait, la startup qui avait montré chez Apple et qui avait un peu enflammé tout le monde, un logiciel qui permet de la réalité augmentée, de poser votre iPhone et en fait, il scannait le terrain de basket et vous jouez au basket et puis il pouvait voir vos statistiques de où vous avez pris vos tirs, vos statistiques de réussite de tir par rapport à la position, etc. C'était eux, c'était foot de courte, home court, je sais plus. C'était un logiciel de réalité augmentée, d'entraînement de basket. Ça avait cartonné d'un point de vue critique, mais ça n'avait évidemment pas cartonné d'un point de vue chiffre. Et il s'était demandé pourquoi. Et en fait, il s'était rendu compte que, évidemment, le bassin de clients et de clientes intéressés par une application qui fait vos stats de tir de basket, c'était pas assez. Donc, ils avaient des cas avec notamment une jeune prodige du basket qui s'était entraînée avec leur application. Ils avaient plein de retours médias qui étaient bons, mais les ventes n'étaient pas gigantesques. Mais bon, ce qui était intéressant, c'est que l'entreprise, qui avait beaucoup de bons développeurs, qui avait un bon produit, mais voilà, en gros, ils avaient déjà fait leurs preuves en mode ils savent faire des bons produits. Ils ont regardé les métriques, parce que les métriques, ça marche. Tout à fait. Je vous mets le lien ici vers l'article qui est assez génial. Hop, voilà. Et donc, cette entreprise, eh bien, ils se sont rendus compte que il y avait un lien entre l'adoption de leur jeu et la taille de l'écran. Ils se sont rendus compte que, même si c'était une application qui était d'abord une application iPhone, les gens l'utilisaient beaucoup plus sur l'iPad et des gens en fait, branchaient même, enfin reprojetaient leurs applications sur la télé. Ils se sont rendus compte qu'en fait, pour leur type d'application, la taille de l'écran jouait beaucoup sur le taux d'adoption. Donc ils se sont mis à essayer de développer des choses pour la télé et ils se sont mis ensuite à faire des jeux vidéo et ça a vraiment bien marché. Ils se sont dit: «On va faire une console». Donc là, vous imaginez les mecs en 2022 veut dire: «On va lancer une console de jeux vidéo quand même», qui est faite pour faire des activités, physiques. 2022, hein, dans un monde où vraiment la Switch, machin, tout ce que vous voulez. Et ils ont développé cette console, la Nex. Et cette petite machine-là, donc qui est littéralement sur un Kinect avec des jeux intégrés. Voilà, donc vous avez une caméra, vous avez plein de mini-jeux pour les enfants et pour les parents. C'est fait pour être dehors et tout. Et évidemment, l'idée, c'est que la machine, vous la branchez sur la télé et c'est tout. Il n'y a pas de manette, il n'y a rien et c'est parti. C'est très simple à mettre en place par rapport à des PlayStation, des Xbox, etc. etc. Euh, et la première année, ils en ont vendu 5000. Et l'année dernière, ils en ont vendu 650 000. Et cette année, ils sont partis pour en vendre 600 000. Et là, ils en ont vendu 200 000 rien que sur les 3 derniers mois aux États-Unis. Énorme carton, phénomène dans les cours de récré. C'est déjà en rupture de stock régulièrement. Ils essaient de continuer à en fabriquer plus parce que la demande est gigantesque. On a déjà vu commencer à voir les putains de scalpers qui les rachetaient pour les revendre. La machine, je la trouve très mignonne, toute simple, toute colorée, une caméra. Voilà. Ça ressemble pas à une machine de jeu en fait. Et voilà, c'était eux qui avaient, c'est eux qui avaient fait cette fameuse démo, moi, qui m'avait un peu bluffé à l'époque où Apple faisait ses premières démos sur la réalité augmentée. Donc l'histoire est hyper intéressante, c'est ma lecture du jour, là, sur le Wall Street Journal. En plus, c'est une lecture qui est gratuite, voilà, donc allez-y. Le portrait de l'entreprise derrière est très, très intéressant. Et c'est vrai que c'est assez dingue de voir ici le carton. On va aller voir Matt Pichella, qui est un peu le consultant américain le plus connu sur les chiffres de vente. Et vous voyez ici les ventes de matériel aux États-Unis pour la semaine qui se termine le 22 novembre en vente, en unités vendues. Non, vous voyez, elle est même devant la PS5. Donc la Nintendo Switch 2 est numéro 1, la Next Playground est numéro 2 et la PS5 Slim Digital est numéro 3. C'est incroyable. Les mecs, ils ont réinventé la Wii Kinect. Hein. Vraiment, je trouve ça assez dingue. L'histoire est vraiment très cool. Et ouais, elle a cartonné pendant le Black Friday parce qu'ils l'ont passé de 250 $ à 199 $, le fameux tarif plancher. Et donc, apparemment, juste là, sur les dernières semaines, ils en ont vendu 200 000. Incroyable. Ils ont des licences de gueudin pour les enfants. Ouais, et je crois qu'ils ont signé Bluey, Bluey, le chien, là. Et en fait, ils sont très très malins parce que
Ils ont réinvesti un terrain qui était délaissé par les géants, parce que globalement, Nintendo avec la Switch et surtout la Switch 2, ils partent quand même sur des clients jeunes adultes qui ont de l'argent. Sony, Xbox, ils sont sur des consoles toujours plus chères et plus puissantes. Et en fait, il y avait tout ce segment qui était un petit peu délaissé, on va pas se mentir. Après, j'arrive pas à comprendre comment ils ont pu convaincre des investisseurs en 2022 de dire on va lancer une console de jeu propriétaire avec nos propres jeux, avec un abonnement à 90 $ pour avoir des petits jeux, et ça va marcher quand même. Et surtout qu'ils en ont vendu 5000 la première année, hein. C'est rien quoi. Donc chapeau, chapeau à l'équipe. Et j'avoue que l'objet il est très cool, il est très reconnaissable, il fait pas du tout machine de jeu. Voilà, très bien joué de leur part. C'est quoi la config? Je crois que c'est un petit truc Android nul. Mais très, 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 très malin. Et voilà. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup se dire en 2022. En fait, le motion gaming, c'était cool. C'est juste que les fabricants, ils ont un peu abandonné. Mais en fait, il y a un vrai truc à faire. Et voilà. Des bisous à Microsoft, hein, évidemment, qui avait de l'or entre les mains avec la Kinect et qui a réussi à tout baiser avec la Xbox One et le Kinect obligatoire. Mais il y avait un monde où. Bref. Ah, c'est dingue. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. Red Punk qui dit motion gaming, on sait que ça marche. La Wii, c'était vendu en masse. Maintenant, justement, la Wii avait été le succès et la limite du motion gaming. On s'est rendu compte que la Wii avait cartonné les premières années parce que le motion gaming, et qu'en fait, à la fin, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas d'éditeur, et qu'en fait, les gens avaient foutu leur Wii un peu, moi le premier, au placard. C'était la fameuse console de Noël. Pardon. C'est la fameuse console de Noël qu'on sortait en famille. Mais la Switch, la Wii, a été un succès commercial, mais finalement, d'un point de vue expérience de jeu, ça a été un peu en demi-teinte, quoi. Dans la Wii Sport, il restait plus grand-chose à la Wii, hein. Pardon. Est-ce que ça va durer devant dessous? On ne sait pas. Mais dans un monde qui a l'air d'être tellement loqué du monde du jeu vidéo, c'est fou de se dire qu'il y a des projets comme ça qui réussissent. Et c'est aussi un succès critique parce que apparemment les gens qui ont testé les jeux et tout, et comment dire, le setup et tout, ils disent en fait c'est super simple quoi. Tu sais, tu as ta petite machine, tu la lances, il n'y a pas de manette, il n'y a rien d'apparent, tu la lances, tu commandes tout depuis les mains, boum, tu n'as même pas de Wiimote, tu n'as absolument rien, tu n'as que du motion gaming simple. C'est petit, c'est coloré, tu peux l'emmener partout avec toi, ça coûte pas trop cher. En vrai, ça coûte cher parce que bah, vous voyez qu'une Xbox Series S, c'est à peu près le même prix. Donc, et voilà. Le fait aussi que tu saches d'avance en tant que parent qui achète que tous les jeux sont faits pour enfants, qu'il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de microtransactions, tu as juste ton abonnement à 89 $ par an, donc en gros 7 $ par mois, et que tu vas avoir des nouveaux jeux régulièrement, et qu'il n'y a pas de V-Bucks et de saloperies derrière. Je pense que, encore une fois, c'est très 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 malin de la part de Next d'avoir pensé cette expérience pour les enfants et pour les parents qui vont acheter pour les enfants, quoi. Je trouve ça vraiment. Encore une fois, c'est pas du tout ma cam, mais je pense que c'est pas non plus la vôtre. Mais juste de parler d'un point de vue purement business, technologie, arriver au bon moment avec le bon produit, repenser des idées qui sont des fois bonnes, abandonnées, mais qui sont toujours bonnes, etc. Très très malin. Et là, vous imaginez que, vu la hype autour de la Next Playground, alors que ce n'est que le début de cette machine, vous imaginez bien qu'ils ont encore quelques années où ils vont engranger encore plus de ventes, plus de joueurs et de joueuses. J'imagine qu'ils pourront ensuite peut-être suivre avec peut-être des produits plus matures pour les gamins qui sont devenus des ados. Et effectivement, ils sont en train de signer des licences très très costauds avec beaucoup de dessins animés et de gros hits pour enfants. Donc, non, non, ils sont. Enfin, allez lire encore une fois l'histoire du Wall Street Journal. Elle raconte un peu toute l'aventure et c'est assez fou, quoi. Ça va être détourné pour les parents bourrants en soirée. Bah, comme tout le truc à base de motion gaming, hein. Voilà, on a fini avec le hardware de jeux vidéo et on va faire maintenant le jeu vidéo lui-même avec trois annonces, j'ai envie de dire. Je vais mettre le son du coup. Hop, je vais baisser mon son, mais je vais remettre le son ici. Donnez-moi 2 secondes. Avec pas une annonce, mais un petit trailer de Cyberpunk pour fêter les 5 ans. Voilà. C'est vrai que fin 2020, Cyberpunk sortait. Et, évidemment, c'est des projets, on vous le rappelle, qui est rentré en prod pour Projet Orion, la suite de Cyberpunk. Évidemment, célèbre cela avec un trailer. Je me suis un peu enflammé parce que je m'étais dit, oh, du contenu.
Non, pas de contenu. C'est juste un trailer pour célébrer un peu le jeu. Faut vraiment que je me fasse Phantom Liberty, j'ai toujours pas fait quoi. Mais donc voilà le petit trailer du kiff pour Cyberpunk. Bonjour Wonder Marmotte. Autre trailer maintenant, et là je vais mettre mes écouteurs parce que je ne l'ai pas vu, donc je veux le découvrir un peu avec vous. Enfin, deux autres trailers. Il se passe rien, c'était juste un trailer pour célébrer le jeu qui s'est très très bien bonifié avec le temps. Et c'est tout ce qu'on leur souhaitait en fait. Autre trailer maintenant, j'étais pas prêt. Mais ça, et les mecs, on n'entend pas parler d'eux pendant 7 ans et d'un coup, c'est la fiesta. Le premier DLC de Silksong va arriver en 2026. Sea of Sorrow. Vous le voyez un petit peu de la même manière que Hollow Knight avait eu un suivi exemplaire en termes de nouveaux contenus. Vous avez ici le premier DLC gratuit. Ça sent l'électricité, ça sent la mer, des nouvelles mécaniques, j'imagine. Bon, l'ADR, encore une fois, c'est top. Voilà. Ça, j'ai enfin battu Trovio en mode acte 3 là, qui m'a fait péter des câbles. Donc, d'ici à ce que le DLC sorte, j'aurai enfin fait 100% sur Silksong. Mais on va en chier. C'est tout ce qu'on veut. Voilà. On va en chier. Et après, on aura le temps complètement de se dire, bah, très bien, le jeu sort. Ok, let's go. Franchement, c'est. Je dis bravo. J'ai envie de dire bravo, de faire plaisir comme ça. Voilà. Mais vu le suivi légendaire de leur jeu, on est parti pour avoir encore quelques contenus, notamment, je pense, du haut niveau pour Silksong dans les prochaines années, quoi. Et moi, il me reste maintenant 2 boss à battre. Donc, il me reste 3 boss. Il me reste le 3e et 4e cœur. Il me reste évidemment le boss de l'acte 3. Et j'ai 100% le jeu normalement, parce que tout le reste. Ah non, il manque un quart de crâne et 2 outils, je crois, aussi à trouver. Voilà. Et j'aurai 100% le jeu. Et enfin, autre point intéressant, nous avons des nouvelles de Marathon. Voilà. Marathon, l'extraction shooter de Bungie, qui devait sortir, qui a été montré en juin, qui devait sortir en septembre. Il s'est pris une telle sauce dans la tronche en mode des scandales autour de l'IA, des vols d'assets d'artistes non licenciés, non avertis, et surtout des gens qui ont testé l'alpha et qui étaient en mode c'est nul à chier. L'extraction shooter donc de Bungie a été repoussé et ça, on a la date. Et c'est une date un peu terrible parce qu'il va arriver le mois de Slay the Spire Dawn Early Access. Mais on a des nouvelles de voilà Marathon. Donc j'aime toujours autant le look and feel du jeu, ça a l'air d'être top. Hein. J'ai juste peur que après des années d'errance sur Destiny 2, des business models un peu compliqués, j'ai un peu peur pour Marathon, je vous avoue. Après Bungie, ils ont annoncé plein de choses plutôt intéressantes. Alors le jeu ne sera pas un free-to-play, donc il va suivre l'exemple de Ark Riders, il va suivre l'exemple de Helldivers 2. Ce sera un jeu à 40 balles avec des contenus débloqués. Il y aura des Battle Pass qui ne se terminent pas, donc ça c'est très cool. Vous ne serez pas en train de dire ah il faut absolument que je fasse le truc parce que dans 15 jours il est fini. Vous pourrez revenir sur des vieux Battle Pass, des vieux contenus. Donc là ils ont aussi un peu appris les leçons depuis Destiny 2 notamment. Et les retours actuellement, si j'ai bien compris, là j'ai été voir un peu le subreddit de Marathon du coup, les retours sur le jeu actuellement sont plutôt bons. Donc les gens qui continuent d'alpha tester le jeu, ils disent que le jeu est bien. Donc j'ai hâte de voir. Je vous avoue que maintenant, moi qui suis un peu dans ma phase extraction shooter grâce à Ark Riders, du coup, ça me rend un peu curieux autour de Marathon sur comment va être le jeu. J'espère que ce sera quand même un jeu qui sera sympa à jouer et pas que compétitif. Voilà, si c'est un extraction shooter comme The Finals ou Tarkov, ça va pas m'intéresser. Si c'est un extraction shooter comme Ark Riders avec du PvP et aussi du PvE, c'est-à-dire qu'on peut jouer vénère, on peut jouer un peu relax, ça va beaucoup m'intéresser. Merci beaucoup, Pratixel, pour le subprime. Tu ouvres le bal des subbers. Merci beaucoup à toi. Donc c'est cool parce que aussi, on se rend compte que, imaginez, encore une fois, hein, imaginez si Marathon était sorti dans l'état dans lequel il était, à la rentrée, avec Ark Riders qui est arrivé derrière.
je pense que Marathon, ça aurait été une Concorde ou un futur Highguard, en gros, il s'aurait fait défoncer la gueule et il aurait été décapité. Je pense que là-dessus, Bungie, ils ont pris la bonne décision de dire, OK, on va... Vous vous rappelez, hein, il a été repoussé sans aucune date, donc ça, c'est ce qui est toujours inquiétant. Ils ont un peu, entre les lignes, acquiescé que le jeu il marchait pas. Donc non seulement ils ont esquivé Ark Riders, mais en plus, ils ont corrigé le jeu à tel point que les alpha-testeurs du jeu, qui s'étaient plaints du fait que le jeu ne marchait pas, là, ils disent que le jeu est bon. Donc on peut commencer à se réhyper. J'espère aussi que Bungie, passé tous les problèmes en interne qu'ils ont, la mauvaise acquisition par Sony, la gestion à long terme de Destiny 2 qui était devenue horrible, j'espère qu'ils ont appris des leçons pour faire un jeu qui va être très chouette. Mais c'est vrai que, au-delà de cette vidéo-là, on va aller sur le post de blog. euh, le business model autour du jeu, comment ils vont gérer les contenus, comment ils vont gérer un peu le FOMO, les Battle Pass, ça a l'air d'être assez sain pour l'instant. Et je pense que ce qu'ils sont en train de voir sur Ark Riders notamment, qui est très chill, très cool, sur les contenus et sur le FOMO et les Battle Pass et tout, euh, je pense qu'ils s'en inspirent et c'est pour le mieux. Et aussi, je pense qu'encore une fois, Ark Riders est tellement en train d'imprimer la référence de ce que doit être ce genre de jeu, encore une fois, en termes de relations saines à ta communauté, que je vois pas comment Bungie pourrait tenter de faire un peu les coups de Trafalgar qu'ils avaient fait avec Destiny 2, avec des contenus qui disparaissaient, des armes qui disparaissaient, des trucs. Un jeu inaccessible pour les gens qui veulent s'y attaquer aujourd'hui, par exemple. Donc voilà. J'aime bien l'idée. Effectivement, la DA et l'univers sont toujours aussi ouf, aussi, voilà, aussi dingo. J'aime beaucoup plus l'univers de Marathon et la tête des guns et l'ambiance que celle de Ark Riders. Mais voilà, encore une fois, moi, ce que j'aime de Ark Riders, c'est le côté un peu roleplay, le côté complètement random de comment peut tourner une run, qui peut être un truc que tu pars tranquille et tu pars sur un truc épique, tu pars sur un truc tranquille et tu te fais ouvrir la gueule, tu pars sur un truc tranquille et voilà. Bon, bref. J'espère en tout cas que ce sera un jeu qui aura cette dimension très humaine qu'Ark Riders a. C'est tout ce que je leur souhaite, hein, parce que le plus de concurrence, le mieux. The Finals n'est pas un extraction shooter. Pas exactement. C'est pas un extraction shooter comme Ark Riders, j'en conviens. C'est plutôt un jeu PVP avec des éléments d'extraction, quoi. Et moi, aujourd'hui, le PVP VE, l'équipe de PVP VE trouvée par Ark Riders, je trouve absolument dément, quoi. C'est full FPS en dessous. Je crois que c'est un full FPS, hein. Je vois pas à quel moment tu as une vue TPS. Personnellement, je préfère beaucoup plus la vue FPS que la vue TPS parce que je j'aime pas beaucoup l'idée à chaque fois dans ce genre de jeu d'abuser de la caméra pour essayer de voir derrière des murs ou derrière des tournants comme on peut le faire dans PUBG au début ou comme on peut le faire dans Ark Riders. Personnellement, je préfère la vue FPS pour l'immersion, même pour la jouabilité. Donc, à voir. À voir là-dessus. Sou qui dit, moi, c'est le côté TPS à la PUBG qui me plaît bien. Bah, je sais pas. Je trouve que ça retire un peu de l'immersion, le TPS, quand en fait, tu es en train de checker des lignes ou des endroits en abusant de la caméra. Personnellement, j'aime pas trop, quoi. Voilà. Et donc, le dernier jeu aussi, parce qu'il y a eu des nouvelles là-dessus, euh, qui va aussi sortir en mars et qui est un petit peu l'épouvantail pour moi, c'est Slay the Spire 2, qui, je vous rappelle, arrive le 26 mars 2026. Et Slay the Spire 2 a sorti bien, pas mal de contenu. Ils ont fait une interview avec PC Gamer, avec Frost Prime ici. Donc, je vous le mets ici. Est-ce que j'ai testé la match de Dark Riders? Pas du tout. Enfin, j'ai joué une fois hier pendant 10 minutes. Donc là, ici, on a une interview des développeurs de Megacrit qui ont bien grandi depuis, hein, puisque évidemment, le jeu a beaucoup plus de moyens, et qui nous expliquent un peu toutes les décisions qu'ils ont prises, sachant que vous savez que Megacrit est connu pour avoir un gros dialogue avec leur communauté, beaucoup d'itérations pour améliorer les choses. Et là, quand je vois le jeu, j'ai l'impression qu'il y a tout ce que je veux, c'est-à-dire un jeu qui a l'air d'être un peu mieux finish, un peu plus beau, tout en restant assez étrange, assez singulier, qui essaie pas de ressembler à un jeu qui fait trop pro non plus. Voilà. Les persos ont l'air dingo, hein, notamment la nouvelle classe avec sa main qui se fight. Euh, je sens très bien ce jeu, hein, je sens très très bien. Encore une fois, c'est toujours difficile de faire une suite d'un jeu qui a quasiment inventé un genre. Est-ce que tu fais le même avec plus de contenu ou tu fais des choses un peu différentes? Je sais pas. Moi, j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Mais vous voyez encore une fois que vous voyez des classes, des cartes et des runes identiques, d'autres qui vont changer. On voit des parcours qui changent. Donc, ça me donne très envie. C'est le 26 mars 2026 pour l'Early Access de Slay the Spire 2. Et vous imaginez bien qu'avec Fibre, on va être un peu en sang là-dessus.
Donc voilà, ça sera Slay the Spire 2. Mhm. Il va y avoir un embouteillage, là, en février-avril 2026. Ça va être assez costaud, quand même. Avec tout l'argent qu'ils ont gagné, ils auraient pu faire une meilleure DA, et oui. Non, je crois que c'est ce qu'ils aiment, en fait. Encore une fois, je crois que c'est quelque chose qu'ils aiment. Enfin, c'est leur truc à eux, quoi. Ils trouvent ça très cool. Donc, moi, perso, je trouve ça laid. Mais en fait, je fais un tel niveau d'amour de Slay the Spire que c'est plus vraiment que est-ce que Slay the Spire est laid ou pas. C'est l'esthétique de Slay the Spire. C'est comme si vous me demandiez si Counter-Strike est laid ou pas. Je sais que Counter-Strike est un jeu globalement qui est laid. Mais en fait, Counter-Strike est tellement une esthétique à lui tout seul que pour moi, c'est même, je m'en fous de savoir si Counter-Strike est laid ou pas laid. C'est genre, est-ce qu'il est encore. Est-ce que je reconnais les éléments, le rythme et le flow du jeu, la lisibilité, le code couleur? Oui. Bon, bah, ça, c'est Counter-Strike, quoi. Pour moi, c'est le Spire, c'est un peu pareil. C'est pas un beau jeu, mais il a toujours. Je suis content qu'ils aient pas fait un style qui soit trop classique, professionnel, qui ressemble à d'autres jeux, quoi. Ça me va très bien. Alors, donnez-moi 2 secondes. Hop. Je suis tellement chaud. Déjà, je joue trop en ce moment, là, mais alors là, pour 2026, ça va être. Ça va être compliqué. Voilà, on a fait le tour des news. J'espère que ça vous a plu, toutes les news tech et jeux vidéo. Je vous ai esquivé 2-3 news autour de l'IA parce que ça me donne envie de me rouler en boule et voilà, de jouer aux jeux vidéo. Mais je vous rappelle qu'on va redémarrer en fanfare sur l'actualité. En gros, les dernières grosses actus, c'était les Game Awards. Et les prochaines grosses, ça va être le CES de Las Vegas, donc tout début janvier aux États-Unis. Et là, on a un peu terminé le cycle de 2025, quoi. Salut Clavius. Non, j'ai pas encore le temps de m'occuper parce que j'ai fait gagner d'autres clés, donc je vais tout faire d'un coup. Est-ce que j'ai déjà testé le jeu de plateau Slay the Spire demande Homme Ours Sport. Non, mes collègues des Numériques l'avaient acheté et l'avaient trouvé très sympa, notamment en coop. Ça avait inspiré un peu les modes coop de Slay the Spire, si je ne m'abuse. Oracle qui perd beaucoup d'argent, ça me met en joie. Ouais, ils ont perdu un petit 42%. D'ailleurs, je sais pas où ça en est aussi avec la bataille avec le fils de Larry Ellison et Netflix là-dessus. Je sais pas trop. On allume la souris gamer. On éteint la souris de bureautique. On change de catégorie. Je vais faire une petite pause et je reviens tout de suite. C'est pas mal d'éviter ces sujets-là. Ouais, je vous avoue, les gens. En fait, à chaque fois que je couvre l'IA notamment, c'est important de le faire, hein. Mais à chaque fois, c'est que des news qui me dépriment de ouf. Donc là, par exemple, j'avais toute une verticale que j'avais mis de côté, qui était tout ce qui s'est passé avec Disney. Donc Disney qui a signé un accord de 1 milliard de dollars avec OpenAI pour licencier ses personnages qui apparaîtront dans Sora 2. Et en même temps, bah, du coup, Disney qui attaque en procès tous les concurrents d'OpenAI qui utilisent ces personnages. Je suis là, genre. Le sujet est hyper intéressant d'un point de vue business et des icônes, etc. Quand tu vas pouvoir t'emparer de Elsa et de Winnie l'ourson. Mais franchement, c'est des news de gens qui font des gros sous entre eux sur la spéculation et qui sont en train de cracher sur leur propre création. Enfin, je sais pas, j'avais pas envie d'en parler, c'est vraiment horrible.